à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 16 novembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Un journal très largement consacré à la fête nationale. Nous irons dans une école où les enfants de la principauté rendent hommage aux souverains et à leur histoire. Nous irons du côté du palais pour assister aux répétitions de l'orchestre des carabiniers. L'opéra Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns sera joué le soir même de la fête nationale. Là aussi, nous avons assisté à la pré-générale. À quelques jours des célébrations, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco et l'AMCA ont organisé une conférence sur les origines de la principauté. Et enfin, notre invité du week-end, le chambellan du prince, nous parlera justement de l'organisation de ce jour si particulier qui est le 19 novembre. Direction l'école des Révoirs où les élèves se sont retrouvés ce vendredi matin avec un dress code de circonstance en l'honneur du prince et de la fête nationale. Reportage de Sandrine Nègre, Alexandra Paolini et Clélia Renaud. Le rouge et le blanc étaient à l'honneur vendredi dès 8h et l'ouverture des portes de l'école des Révoirs. Les jeunes élèves se sont succédés au blanc et bas rouge ou inversement, accessoires dans les cheveux pour certaines. Il faut dire que tout au long de la semaine, ils ont été sensibilisés, drapeaux, dessins réalisés par les enfants et même photographies du souverain et de sa famille étaient présentées dans le hall. Du CP au CM2, cette sensibilisation comprenait bien sûr l'hymne en langue monégasque. Vous êtes fiers de vos petits élèves? Très fiers de les entendre, mais aussi de les regarder, parce qu'ils sont vraiment tous sincères, ils adorent ce moment. Ils s'entraînent depuis toute la semaine, les grands entraînent les petits, donc ils attendent ça avec impatience. Et je sais d'expérience, parce que je rencontre souvent des anciens élèves qui n'ont jamais oublié ce moment de l'hymne national à la veille de la fête du prince. C'est incontournable, c'est l'événement. Et puis ça se passe dans d'autres écoles. Donc aujourd'hui dans Monaco, il y a plein de petits drapeaux qui circulent. Donc très agréable dans la maternelle voisine aussi. Et ils sont fiers, ils sont contents. On prévoit bien ça à l'avance pour prévoir la garde-robe. Et c'est un moment de communion, un moment de rassemblement qui est en l'honneur du souverain, il n'y a pas mieux. D'autres morceaux en monégasque ont aussi été interprétés uniquement par les plus grands, celui qui s'intitule Udrapeu. Le rendez-vous s'est terminé non pas sur la fête nationale, mais sur un temps fort qui lui succède, le 20 novembre, la journée internationale des droits de l'enfant à laquelle la principauté participe aussi activement. Ce vendredi matin, l'orchestre des carabiniers s'activait ardemment pour que tout le monde se mette au diapason et que tout soit réglé comme du papier à musique. Émilie Rousseau était sur place, voyez son reportage. C'est assurément la plus importante prestation de l'année pour ces 24 musiciens et leur chef d'orchestre. Dans quelques jours, l'orchestre des carabiniers du Prince sera l'un des acteurs principaux de la fête nationale monégasque sur la place du Palais Princier. Comme chaque année, l'ensemble proposera un intermède musical entre la fin de la prise d'armes et le début du défilé militaire. Nous allons réadapter le spectacle que nous avons proposé à Moscou, le réadapter à la place du palais et puis le proposer justement à tous les monégasques qui n'ont pas pu participer. Nous allons aussi rajouter un petit morceau de musique un peu particulier et puis ensuite il y aura justement donc le défilé militaire
Et après le défilé militaire, une nouvelle surprise, mais une surprise qui est vraiment qui est en écho à ce 100e anniversaire de la Grande Guerre. Alors ce n'est pas une surprise très festive, puisque nous sommes dans l'évocation, dans le souvenir, mais je suis certain que ce sera un grand moment d'émotion. Un grand moment d'émotion qui restera encore secret jusqu'au 19 novembre. En attendant, l'heure était au dernier réglage, au niveau du placement par exemple, ou des ajustements musicaux. N'oubliez pas ce qu'on a dit, ça c'est le changement par rapport à Moscou. Si vous pensez ne pas vous en souvenir, notez-le sur la partition. Quelques leftos ont pu assister à ces répétitions de l'orchestre des Carabiniers, un instant inattendu pour ce couple placé aux premières loges. Et c'est un hasard parce qu'on a amené les enfants à l'école et chaque matin on fait une petite course, on passe par le palais et après la plage, quoi. Et c'est très bien et ça fait un grand plaisir de voir ça. C'est vraiment très sympa, nous faisions notre balade matinale et nous avons entendu de la musique. Nous sommes venus voir par curiosité, nous les avons vus jouer. Nous ne serons peut-être pas là lundi, donc c'est une sorte d'avant-goût pour nous. Je dois vous avouer que nous avons été très surprises et c'est une superbe interprétation. C'est avec une grande sérénité que l'orchestre des Carabiniers du Prince aborde ce temps fort de l'année en principauté. Ils n'ont eu que quelques semaines pour répéter cet intermède musical qui mêlera à la fois modernité et histoire. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. Et là aussi, il sera question de la fête nationale. Fête nationale toujours avec les traditionnelles remises de médailles. Ce vendredi matin, le ministre d'État remettait les médailles d'honneur pour la fonction publique. Fonctionnaires, salariés d'établissements publics ou encore bénévoles ont reçu cette distinction au musée océanographique. Le prince Albert II inaugurait ce vendredi matin l'Agora, la toute nouvelle maison diocésaine située rue Bellevue. Décrite comme lieu de rencontre de la foi chrétienne et de la culture contemporaine, elle a pour vocation d'inciter aux échanges culturels et à la différence d'une église, l'Agora n'est pas un lieu de culte. Une journée porte ouverte est par ailleurs organisée ce samedi de 10h à 17h à destination du grand public. La Journée internationale des droits de l'enfant célèbre l'anniversaire de la Convention internationale adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1989. Chaque année en principauté, la Direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports organise des manifestations afin de sensibiliser les élèves et le public à la situation des enfants à travers le monde dont les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Pour cette édition 2018, 3 temps forts sont attendus. Des stands d'animation et d'information seront installés le mardi 20 novembre dans la galerie commerciale de Carrefour de 8h à 18h et au marché de la Condamine de 8h à 14h. Un spectacle de danse intitulé « Issu » sera proposé par la compagnie Eugénie Andrin au théâtre Princesse Grace le mardi 20 novembre à 19h30. Et une conférence débat sera animée par Pascal Plisson à l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco le jeudi 22 novembre à 19h30. L'entrée est libre. Une partie des fonds récoltés lors de ces différents événements sera reversée à l'AMAD ainsi qu'à des associations humanitaires monégasques partenaires. Ils se sont élancés il y a 11 jours pour cette édition 2018 de la Route du Rhum. Le premier concurrent dans la catégorie IMOCA 60 a atteint la Guadeloupe ce vendredi à 13h10. Alex Thompson du team Hugo Boss a cependant été victime d'une avarie dans la nuit de jeudi à vendredi et a dû utiliser son moteur, ce qui lui a valu une pénalité de 24 heures. Une décision qui pourrait avantager les concurrents qui le talonnent, dont Boris Herman, le skipper de Malizia 2, pour l'heure toujours 5e du classement. Il devrait arriver en Guadeloupe dans la matinée de samedi. Belle surprise jeudi sur le parcours de la No Finish Line. Le capitaine de la Roca Team, Amarassi, et son coéquipier Sergei Gladir ont accompagné 3 petites filles de 3, 6 et 9 ans sur le circuit. Elles viennent du Mali et du Burundi et séjournent actuellement en principauté dans l'attente d'une opération du cœur. Des opérations qui seront réalisées dans les prochains jours grâce à l'action de Monaco Collectif Humanitaire, l'une des associations soutenues financièrement par la No Finish Line.
Rappelons qu'Amarassi est le parrain de cette édition 2018. C'est une tradition, l'opéra joué le soir de la fête nationale au Grimaldi Forum. Cette année, il s'agit de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns avec une mise en scène de Jean-Louis Grinda et une direction musicale de Kazuki Yamada. José Sacré a assisté à la pré-générale. Mon cœur s'ouvre à ta voix, un air de Dalila, sans doute l'air le plus célèbre, pivot de l'opéra Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, l'opéra qui a été choisi par Jean-Louis Grinda à l'occasion de la fête nationale monégasque. Samson et Dalila est une fable biblique au parfum capiteux où Samson, l'Israélite, implore Dieu, incarné ici par un petit garçon, Soa, et lui demande de libérer son peuple asservi par les Philistins. Il tombe follement amoureux de Dalila, qui apprend le secret de la force de Samson. Celui-ci, aveuglé et privé de ses cheveux, supplie Dieu d'avoir pitié de son peuple. Il retrouve sa force et fait s'écrouler le temple sur lui et les Philistins. Pour la fête nationale, il faut toujours choisir une grande œuvre, quelque chose de significatif et qui soit imposant ou surprenant. Et là, avec Samson et Dalila, on a tous ces qualificatifs, puisque c'est imposant, c'est surprenant, c'est un thème biblique. La musique de Saint-Saëns est tout simplement magnifique, elle est luxueuse et luxuriante, l'orchestration est vraiment exceptionnelle. Et l'orchestre d'ailleurs de Monte-Carlo, dirigé par le maestro Yamada, en donne vraiment une lecture tout à fait fantastique. I really want to do opera always, but unfortunately, not so many experience. I'm 39 years old. I could conduct. J'ai toujours voulu faire de l'opéra, mais malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience. J'ai 39 ans et j'ai très peu dirigé d'opéra jusqu'à maintenant, sauf au Japon quelquefois. Ici, à Monaco, on a eu ce projet fantastique. L'orchestre n'a pas joué cet opéra, Samson et Dalila, depuis longtemps, mais il a l'habitude de jouer un répertoire d'opéra très large, italien, allemand et français. Et je pense que cet orchestre a vraiment le son, les couleurs qu'il faut pour interpréter l'opéra français, et Samson et Dalila est vraiment l'opéra idéal pour l'orchestre et pour moi aussi. So the Samson and Dalila is the perfect repertoire for us. So not only orchestra, for me too. So it's very fantastic. Maestro Yamada dirige donc l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo, avec dans les rôles principaux Anita Rajvili-Chvili dans le rôle de Dalila et Alexandre Antonetko dans celui de Samson. Eugénie Andrin a signé la chorégraphie, dansée par le Shanghai Opera House Dance Ensemble. Les décors et les costumes sont signés Agostino Arrivabene. Samson et Dalila de Saint-Saëns est à l'affiche au Grimaldi Forum jusqu'au 25 novembre. Le Théâtre des Variétés a accueilli jeudi soir une conférence co-organisée par le Musée d'anthropologie préhistorique de Monaco et l'Association monégasque pour la connaissance des arts. Yves Coppens et Elena Notaire-Rossoni sont revenus sur les origines de la principauté. Nous sommes en 1997 lorsque le comédien Jean Piat rappelle à l'occasion du 700e anniversaire de la dynastie des Grimaldi qu'à Monaco, tout a commencé par la mer. Les origines du rocher, vous l'imaginez, remontent bien plus loin que Malitia en 1297 et elles étaient justement au cœur de cette conférence. Tout le monde recherche ses origines d'abord. Je crois que psychanalytiquement, je ne suis pas du tout psychanalyste ni psychologue, mais il se trouve que c'est important. Regardez le nombre de gens qui, n'ayant pas eu de parents ou ne sachant pas qui ont été leurs parents, les recherchent. Moi, j'en connais et c'est une sorte de recherche intéressante parce qu'elle vient du plus profond de l'âme, quoi. Et donc, c'est important de savoir ce qui s'est passé pour savoir dans quelle
système nous sommes aujourd'hui, dans quelles conditions nous sommes aujourd'hui. On est assez sensible à notre histoire, aux vestiges qui ont été découverts à Monaco. Et on propose ici, dans ce cycle, et notamment ce soir, un petit tour archéologique de Monaco. C'est des sites et des collections qui sont méconnus du grand public, mais aussi des spécialistes, et qu'on a envie d'analyser avec un regard neuf et des nouvelles méthodologies et techniques. Nos premiers occupants à Monaco sur le territoire, à l'heure actuelle, à la minute où je vous parle, et c'est ce que je dirais aussi lors de la conférence, c'est à la grotte de l'Observatoire. On est à plus de 350 000 ans. Ce rendez-vous était ainsi proposé par le Musée d'anthropologie préhistorique et l'association monégasque pour la connaissance des arts. D'autres conférences pour mieux comprendre notre histoire et notre passé sont déjà fixées, notamment le 6 décembre. Une conférence sur les nouvelles recherches qui ont été faites à propos de l'homme de Néandertal. Et il s'agit de la spécialiste de Néandertal qui vient d'ailleurs de publier un ouvrage qui s'appelle Madame Patou Matisse et qui a organisé la grande exposition qui a eu lieu à Paris l'année dernière. Notre invité du week-end, et c'est d'actualité puisque nous sommes en pleine préparation pour la fête nationale. Nous sommes sur la place du Palais avec le colonel Solaire. Bonjour. Bonjour monsieur. À environ 2 jours de l'événement, comment vous sentez-vous tout simplement ? Écoutez, on se sent pratiquement prêt, si ce n'est qu'il y a encore pas mal de choses à régler. Mais bon, les équipes travaillent. C'est un véritable travail d'équipe. Tout le monde est coude à coude et nous avançons bien. Il n'y a pas trop de surprises. J'espère que Sainte-Dévote sera avec nous pour la météo. A priori, le temps devrait rester sec. Quel est le déroulé ? Alors vous dites qu'il n'y a pas trop de surprises pour l'organisation. Peut-être qu'il y aura des surprises, mais ça, si c'est des surprises, il ne faut pas en parler. Mais quel est en tout cas le déroulé ? Que va-t-il se passer ? Y a-t-il des nouveautés pendant cette fête nationale 2018 ? Alors, lundi, il n'y aura pas de nouveautés. Les choses vont se dérouler comme d'habitude avec une première prise d'armes à l'intérieur du Palais Princier, puis un tédéum à notre cathédrale, puis enfin une seconde prise d'armes. Point particulier, cette année, le prince souverain souhaite que tout le monde porte un bleuet. Qu'est-ce que c'est, un bleuet ? Alors le bleuet, c'est une petite fleur donc bleue qui sera en plastique ou en émaux. Ce bleuet symbolise de l'armistice, symbolise un petit peu en souvenir de ces poilus qui sont tombés au combat. Alors bleuet, pourquoi ? Parce que le bleuet, comme le coquelicot d'ailleurs, est la seule fleur qui repousse quand tout a été retourné. Ma foi, ces pauvres gens qui étaient dans la boue, eh bien, il sortait encore quelques bleuets. Et les Anglais, eux, ont choisi le coquelicot parce que pour les mêmes raisons, il sort encore quelques coquelicots. Bleuet, pourquoi ? Parce que les jeunes de la classe 17, on les appelait les bleus. Les bleuets. Et pourquoi on les appelait bleuets ? Parce qu'ils ne portaient plus ce pantalon au garant, cet uniforme qui était très voyant, mais un uniforme bleu à l'époque. Voilà, bleuets, les bleus, dans l'imaginaire populaire, bon, on se rappelle des bleus. Et le prince c'est resté dans le langage courant. Le prince souhaite que les gens, que l'ensemble des personnels portent le bleuet. Toutes les troupes qui seront en armes porteront le bleuet fièrement, comme les autorités et les troupes qui étaient à l'armistice ce dimanche dernier, présidé par le président Macron à Paris, portaient également ce bleuet. Vous êtes le chambellan donc, du prince, quel est votre rôle pendant cette fête nationale ? Alors moi je suis plus particulièrement chargé de tout ce qui est protocolaire, du protocole. Donc, je suis à la tête du service d'honneur, tout ça forme une belle équipe et tous ces gens-là s'occupent du protocole, s'occupent du fonctionnement, de l'articulation de l'ensemble de cette fête. Cela va des prises d'armes, alors uniquement pour le côté protocolaire. Mon camarade le colonel Varro s'occupe de tout le reste en matière de prise d'armes. C'est également les galas, ce sont les dîners des ambassadeurs et ce sont tous ces événements-là qui sont liés au protocole. Alors vous avez parlé justement du commandant supérieur de la force publique, colonel Varro. Oui. Il y a plusieurs entités qui travaillent autour de cette fête nationale. Vous travaillez tous de concert. Alors je ne vais pas vous demander de me faire un mode d'emploi de la fête nationale pour les nuls, mais comment ça se déroule ? Qui travaille autour de cette fête nationale ? Alors, les gens du Palais, bien sûr, travaillent beaucoup pour la fête nationale. On va commencer par ça. Les gens de la régie, par exemple, qui vont être là pour mettre en place des micros, qui sont des choses ô combien importantes, et vous le savez mieux que moi, qui faites de la télévision, qui vont mettre en place également tout ce qui est repas, tout ce qui est déjeuner, tout ce qui est dîner, tous ces cuisiniers, tous ces serveurs vont être là pour travailler. Très proche du palais, il y a également les carabiniers qui mettront en forme et réaliseront tout ce qui est prise d'armes, etc. Et puis il y a le gouvernement. Et puis il y a l'ensemble de Monaco avec les services de la mairie, avec d'autres services encore qui vont venir nous aider. Les ambassadeurs, par exemple, dîneront la veille au yacht club.
tous les gens du club vont travailler, la Société des Bains de Mer va travailler pour faire un dîner magnifique et dont tout le monde se souviendra. Bref, ce sont vraiment toutes les énergies qui sont conjuguées pour arriver à faire quelque chose qui sera beau, qui sera très beau, j'en suis persuadé. C'est la conjugaison justement de ces énergies qui fait que c'est un peu le secret. C'est le secret, c'est la conjugaison de ces énergies. Et le premier à donner cette énergie et que nous ne voulons surtout pas décevoir, eh bien c'est notre prince et notre princesse, parce qu'il faut absolument que tout soit parfait ce jour-là. Dernière question, vous êtes un militaire français, qu'est-ce que vous ressentez le jour J, le 19 novembre, pendant cette fête nationale monégasque? Alors je suis un militaire français au service du prince Albert, donc je me sens comme un militaire monégasque. J'espère que je ne vais pas trop loin dans le raisonnement. J'ai beaucoup de fierté, j'ai beaucoup d'émotions, et pour moi il faut absolument que ça se passe de façon parfaite pour que, encore une fois, eh bien, le prince soit satisfait, que la famille princière soit satisfaite et que le peuple monégasque et les gens qui habitent dans ce beau pays soient également fiers de tout ce qui va se passer pendant ces 3 jours. Merci d'avoir répondu à mes questions. On va passer à quelque chose qui va vous intéresser particulièrement. Là, il y a du soleil pendant qu'on enregistre cette intervention. Ça va être la météo. On passe à la météo tout de suite. Merci, cher monsieur. Beau temps pour ce week-end, au programme de belles journées ensoleillées, mais à noter cependant une chute des températures, alors que vendredi le thermomètre affichait 17 degrés au meilleur moment de la journée. Samedi et dimanche, les maximales atteindront seulement les 12 degrés et les températures continueront de chuter les jours suivants. 11 degrés à noter pour lundi et seulement 8 petits degrés pour mercredi. Lundi, jour de la fête nationale à Monaco, le ciel se partagera entre le gris et le bleu. De belles éclaircies cependant dans la matinée sur la place du Palais. À compter de mardi, le ciel sera nuageux et des risques d'averses sont à prévoir. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Je vous souhaite de passer en attendant un excellent week-end et une excellente fête nationale, que ce soit sur la place du Palais ce lundi ou en direct sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.